Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais peut-être, je vais reprendre la présentation d'hier puisque ça s'est coupé à quelques minutes après avoir commencé. J'ai dû finir jusqu'à la fin puisque je ne savais pas que ça avait coupé. Allez. Donc, encore une fois, après, dans la rubrique n'est pas entrepreneur qui veut, l'open house, c'est-à-dire une est consacrée à la start-up. C'est quoi une start-up? Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui dans le sommaire, c'est quoi une start-up? On va essayer de la définir par rapport à quelque chose. Puis on va voir quelques exemples de certaines entreprises et pourquoi on les appelle start-up. Donc une start-up, pour la définir, il faut d'abord définir une entreprise. Alors, une entreprise, dans la littérature, généralement ce qu'on retrouve, c'est une organisation sociale, logique, puisque c'est sur la base d'une interaction entre êtres humains qu'il y a organisation et qu'une entreprise peut exister. Alors, c'est une organisation sociale, elle est profitable, elle doit être profitable pour que ce soit une entreprise, donc générer de la plus-value qui va permettre de payer les charges, le khadamine, tout ce qui s'ensuit et faire des bénéfices bien sûr. Et en plus de cela, il faut qu'elle soit répétable. Maintenant, vous avez créé votre entreprise sur Alger, vous avez la possibilité de créer la même chose à Blida, à Oran, à Intemouchent, à Ouergla, et où vous voulez, autant que vous voulez. Donc, c'est les trois conditions pour lesquelles on définit l'entreprise. Une start-up, c'est quoi? C'est aussi une organisation sociale. Elle est profitable, donc elle doit générer de la plus-value. Elle doit être répétable, c'est-à-dire qu'on peut dupliquer autant de fois qu'on le veut. Mais en plus de cela, elle a quelque chose que l'entreprise n'a pas, elle doit être scalable. Qu'est-ce que ça veut dire scalable? Scalable, c'est un terme anglais pour lequel on n'a pas d'équivalent ni en arabe ni en français. Je vais tenter ici de donner une explication. D'abord par rapport à un site Wayden qui est spécialisé dans tout ce qui se rapporte au start-uping. Ce qu'il dit, alors la scalabilité, c'est un terme emprunté à l'informatique, donc c'est un terme lié directement à l'informatique. Les techniciens le désignent comme étant la capacité d'un produit à s'adapter à un changement d'ordre de grandeur de la demande. Donc la capacité, c'est la capacité d'un produit à s'adapter à un changement d'ordre de grandeur de la demande. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Je vais prendre un petit exemple, Aya Qur'aniya. J'aurais pu prendre n'importe quel autre exemple, mais c'est celle que j'ai trouvée qui est la plus explicite par rapport à l'explication du terme de scalabilité. Alors, l'Aya, sur Al-Baqarah, 261, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Ce qu'on va retenir ici, ce sont les termes suivants. Habba, 7 سنابل, 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. Alors, quand on regarde ces termes-là, il est fait référence en réalité, le sens de la ayah hadiya, c'est le fait que Rabbi subhanahu ijazi insan amal salih 700 marra l'amal ta'ou. Vous voyez un peu. Déjà, on est dans un changement d'ordre de grandeur. Des haja, yatek aliha 700 al-haja. Amet 700 fois la chose hadiya. Donc, il s'agit aussi il fait référence aussi à mardoud, donc un rendement. Habba, t'as dit 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. Dans la réalité, un épi fait 45 à 60 épis, à 60 graines. Mais Rabbi subhanahu هو اللي حب تكون السنبلة أكثر في بالي، يعني الله أعلم حددها ب 100 حبة.
Wallahu yudaifu liman yasha. Donc, ce qui fait que quand on fait une bonne action, vous avez 700 fois cette bonne action. La valeur de 700 fois cette bonne action. Vous voyez le changement d'ordre de grandeur. On va le voir ici aussi. Donc, d'un point de vue poids, par exemple, une graine, celle que vous voyez en bas sur votre gauche, a un poids à peu près de l'ordre de grandeur taha et du microgramme. Cette habba donne 7 sanabil. Kul sunbula doit peser une vingtaine, une trentaine, une quarantaine de milligrammes, à peu près. Donc on passe déjà d'un ordre de grandeur de microgramme vers le milligramme. La plante b'kmalaha fiha 7 sanabil, le poids taha est de l'ordre du centigramme, c'est-à-dire qu'elle peut facilement faire du 50 grammes. 100 centigrammes, c'est 1 gramme. Donc, elle doit faire dans les 50 grammes. Donc, on passe d'un ordre de grandeur de microgramme, milligramme à centigramme. C'est ça le changement d'ordre de grandeur. Alors, on parle de scalabilité quand un produit a la capacité de s'adapter à un changement d'ordre de grandeur. Comme un autre exemple. Imaginez Nimla. Nimla, en termes de distance parcourue, c'est de l'ordre du millimètre. L'être humain, c'est pas la marche, c'est de l'ordre du mètre. La voiture, c'est de l'ordre du kilomètre. En une journée, ou à un instant T, Nimla, elle peut parcourir une centaine ou un millier de millimètres. Il y a des dizaines de milliers de millimètres. Tandis que l'homme peut faire à peu près une dizaine de kilomètres ou une vingtaine de kilomètres. La voiture, elle peut faire 20, 30, 40, 100, 200, 500 kilomètres en un instant T. Et bien, une start-up, c'est quoi? Une entreprise devient scalable quand Nimla Hadia, traverse une distance effectuée par une voiture. Vous voyez un petit peu ce que c'est que la scalabilité, on parle de scalabilité. Et quand elle est dans une scalabilité, on parle de start-up. Donc vous voyez, en fin de compte, la courbe elle est exponentielle. Elle est exponentielle. Donc quand on revient à la traduction littérale, la définition, le nom qui se rapproche le plus de la scalabilité en français, c'est rendement croissant d'échelle. Rendement croissant d'échelle. يعني المردود أو الدخل المتزايد السلمي. Donc, pour qu'une entreprise devienne une start-up, il faudrait que sa croissance soit exponentielle. Elle soit exponentielle. Ça veut dire qu'au lieu de faire, par exemple, une entreprise qui fait normalement du 1 tonne heure, en termes de, disons qui engrange à peu près 100 000 dinars jour, qu'elle devienne une start-up, il faudrait qu'elle engrange 10 millions de dinars jour. Que cette entreprise devienne une start-up, il faudrait qu'elle engrange une recette de 10 millions de dinars jour. C'est une croissance exponentielle. Passer de E puissance 1 à E puissance 2 est une forme de croissance exponentielle. Voilà. On va citer un exemple pour savoir pourquoi des entreprises, on les appelle start-up et d'autres non. Et l'amalgame qu'on est en train, nous, Algériens, de le faire, pas mal de pays de toute façon sont en train de le faire. D'ailleurs, les Ishara, le nom de Mu'assasa Nashi'a ne représente nullement le terme de start-up. Mu'assasa Nashi'a, ça veut dire jeune pousse, ça veut dire entreprise en création. Ça ne veut pas du tout dire entre start-up. Pour dire start-up, il faut dire Mu'assasa, that, nos mots, et puis vous prenez n'importe quel superlatif. Nos mots adim, nos mots essayez de voir. Donc, pour dire start-up en arabe, c'est entreprise à croissance exponentielle. À croissance exponentielle.
Une start-up, c'est une entreprise à croissance stabile. Ça n'a rien à voir ni avec la technologie, ni avec l'utilisation des TIC, ni avec l'âge jeune des entrepreneurs, ni avec l'idée. Il n'y a que la croissance de cette entreprise, c'est-à-dire la réponse du marché par rapport à l'idée proposée par un groupe, une organisation sociale, c'est elle qui définit si cette entreprise est une start-up ou non. Donc, je vais vous le démontrer là maintenant. Klaxon, c'est une entreprise française. Elle est dans le numérique, elle est dans le digital. Elle propose une suite d'applications. Hamouha al-Wahid, c'est améliorer les réunions en entreprise et l'efficacité des équipes. C'est ça son objectif. C'est ça son objectif. On va voir comment elle est devenue une start-up. D'abord, la création. Mathieu Becher, c'est un jeune ingénieur du domaine du mécanique qui a fait un petit peu de l'intelligence artificielle, a travaillé à Daimler pendant quelques années et chez Valeo dans le monde de l'industrie de l'automobile. En 2008, il décide de créer sa propre entreprise qui s'appelle Regards. Elle est dans la formation qui utilise les technologies de pointe et en même temps, il utilise aussi, en 2008, la vidéo 360 degrés. En 2014, c'est une simple constatation. Il s'est rendu compte, et bien sûr, par la suite, il y a eu une étude faite pour cela, enfin, il y a eu des études faites par cela. On s'est rendu compte que durant la carrière d'une personne en entreprise, c'est-à-dire 30, 40 ans, elle passe 16 années dans des réunions. Et lui, connaissant les réunions, il a vécu de mauvais moments dans les réunions ne marchent pas du tout. Et à chaque fois que les réunions ne marchaient pas du tout, qu'est-ce qu'il faisait lui c'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font? Ils refont les réunions. Donc, on retrouve avec un malaise qui s'appelle la réunionite. C'est une maladie de l'administration ou des entreprises. Le fait de faire plusieurs fois une réunion pour le même objet. Pourquoi? Parce que dans la réunion, on n'a pas su raisonner et conduire la réunion pour pouvoir arriver à des solutions pour des problèmes qui ont engendré ces réunions. Donc, lui, Benoît Le Richadaya, crée en 2014 une entreprise censée apporter des solutions bénéfiques à la réussite des réunions en entreprise et de l'efficacité des équipes. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il propose? Il propose une plateforme qu'il appelle, lui, ce que vous voyez ici, c'est un sketchboard. Alors, sur votre gauche, il explique un petit peu le contexte, le pourquoi de la chose, le marasme vécu dans les réunions, les problématiques liées à des réunions qui ne donnent rien du tout, et quel est l'objectif de ce sketchboard? À quoi va-t-il vous mener? Sur votre droite, vous avez le mode d'emploi, c'est-à-dire que je vous explique comment vous y prendre et le rôle de chacun des membres de la réunion. Et au milieu, c'est là où vous allez établir et commander votre réunion pour qu'elle soit la plus efficace possible. Tout simplement, ce n'est que ça. Alors donc, on va voir maintenant la croissance de cette entreprise. Donc en 2014, l'entreprise est créée à Rennes. Une année après, les fondateurs mettent en ligne la plateforme. En 2016, c'est-à-dire une année après l'entrée en action de la plateforme, ils revendiquent 100 000 utilisateurs dans 114 pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand une idée règle un problème réel, le marché répond. Elle est là l'opportunité. La première fois quand j'ai vu que Klaxon propose une solution pour que vous réussissiez vos réunions, je me suis dit, c'est quoi le allez. En 2016, ils font une levée de fonds. Hein, donc, c'est les pourvoyeurs de fonds qui viennent à eux parce qu'ils se rendent compte que ça fait du buzz. Ça intéresse beaucoup de monde. Donc, ça les intéresse. C'est une entrée d'argent. Donc, ils font une levée de fonds de 5 millions d'euros. 5 millions d'euros, c'est 50 milliards de centimes. 60 milliards de centimes. C'est-à-dire quelque chose pour financer 60 micro-entreprises de lançage. Ça a été pris pour une seule petite entreprise, Klaxon. Il a demandé, il a eu 5 millions d'euros. En 2017, 2000 entreprises sont adeptes de la méthode
et il emploie 150 personnes. Ils ouvrent un bureau de représentation à Paris et un à New York, direct. En 2018, ils ont 1 million d'utilisateurs dans 120 pays. Ils ouvrent une représentation à Lyon, en plus de Paris. Et Microsoft, tenez-vous bien, c'est Microsoft qui va chez Klaxoon pour créer un partenariat pour sa plateforme Microsoft Teams. Microsoft Teams, c'est une plateforme de communication. Vous voyez, quand l'idée est bonne, non seulement il y a deux choses qui arrivent, c'est qu'il y a trois choses qui arrivent. C'est que vous avez l'intéressement de l'utilisateur, du marché. Cet intéressement du marché, cet engouement du marché va faire que les pourvoyeurs de fonds vont être intéressés. Du moment que ça intéresse le marché, les pourvoyeurs de fonds sont intéressés. Et ça intéresse les partenariats. Ça n'a jamais été Klaxoon qui a été l'un de Microsoft, et puis on va le voir par la suite. Donc, cette même année, il fait un appel de fonds, une levée de fonds de 50 millions d'euros, c'est 500 milliards. Ça veut dire, on est à Sonatrach, Sonelgaz, Balak Urido, Balak Jay-Z. Vous voyez où est-ce qu'on est là? Sur une simple petite idée. 500 milliards de centimes. Il n'a qu'un 1 euro pour son dinar. Donc en 2019, il transvase sa plateforme sur le cloud. Donc vous n'avez plus besoin d'installer la plateforme. Dès que vous payez votre abonnement, vous avez un freemium, vous rentrez, vous inscrivez, on vous ouvre un dashboard. Ce dashboard-là peut être par entreprise, par département ou là par personne. Et Dropbox crée un partenariat avec lui, parce que ça l'intéresse aussi. Vous voyez la croissance exponentielle de cette entreprise. Tous les chiffres sont des exponentiels. Il passe de 100 000 utilisateurs à 2000 entreprises, et de 2000 entreprises à 1 million d'utilisateurs. C'est des changements de grandeur. Il passe de 5 millions d'euros de levée de fonds en 2016. 2 ans après, il demande 50 millions d'euros et on le lui donne. Voilà pourquoi Klaxoon est une start-up. Elle n'emploie pas 10 personnes, elle emploie 150 personnes à partir de la 3e année de création. 3e année de création, ils sont déjà à 150 emplois. Sur votre gauche, première participation de 2015 dans un événement, foire professionnelle, le salon professionnel, ils n'ont que 10 mètres carrés. 2 ans là, 1 an et demi après, ils ont 200 mètres carrés, buffet froid, vous avez des hôtesses, vous avez des flyers, des présentations, des graphes, tout ce que vous voulez. C'est Klaxoon en l'espace d'1 an et demi. Voilà. Ça, c'est l'équipe. Enfin, une partie de l'équipe, j'imagine. Je vais vous donner un autre exemple. Back Market, elle est maintenant la publicité sur la TNT. C'est une entreprise de commerce électronique, elle est française aussi. Tout ça pour montrer encore une chose. Il y a quelques années, c'était pratiquement impossible de trouver une start-up française parce qu'ils n'avaient pas encore compris la culture de la start-up, la culture américaine dans le start-uping. Là, aujourd'hui, on trouve de plus en plus facilement des start-up françaises parce qu'ils ont compris ce que c'est que cette culture. Ils l'ont compris, ils l'ont adopté, ils sont en train de créer des start-up. Et nous, Mazel Choui. Donc, Back Market, c'est quoi? Elle est dans le commerce électronique. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet aux consommateurs d'accéder à des milliers de produits électriques et électroniques remis à neuf. Donc, c'est du reconditionné. Ils sont dans les smartphones, dans les ordinateurs, dans les télévisions, dans l'électroménager. Donc, comment ça se fait? Un jour, Thibaut Hugues de la Rosada, qui est le fondateur, c'est un ingénieur qui a traîné un petit peu sa boule à droite et à gauche, et puis il s'est rendu compte qu'on est dans la production full stack, c'est-à-dire qu'on est dans une société de consommation, on utilise à peine la chose. Il avait un téléphone qui fonctionnait toujours, mais comme il y a eu une série qui est apparue par la suite, il a laissé tomber l'ancien, il a acheté un nouveau. Il s'est demandé qu'est-ce qu'il allait faire avec ce dossier. Il a fait une recherche, il a trouvé qu'il y avait pas mal d'entreprises qui faisaient dans le reconditionné parce qu'il y a justement un marché pour le reconditionner. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il s'installe en tant qu'intermédiaire entre des reconditionneurs et le marché. C'est lui qui fait valoir les produits reconditionnés.
Donc, il crée ça avec Content le booster. Le booster ADA, il est chargé uniquement du développement technique de l'entreprise. Le troisième ADA vient et vote, il est chargé uniquement de l'image de marque de l'entreprise. C'est lui qui développe l'image marketing, publicitaire et tout ce qui s'ensuit de la boîte. Comment ça s'est développé? Donc, création en 2014. La même année, 6 mois après, il lève 300 000 euros. 300 000 euros. En 2017, il lève 7 millions d'euros. Donc, on passe de 300 000 euros à 7 millions d'euros. En 2018, une année après, il lève presque 6 fois ce qu'il a levé l'année d'avant, 41 millions d'euros. Cette même année, il réalise un chiffre d'affaires de 426 millions d'euros. Il est présent dans 5 pays. Et il fait une croissance de 220%. Vous voyez les chiffres exponentiels auxquels on est en train d'assister là? En 2020, mais il lève 110 millions d'euros, c'est-à-dire 6 fois 110 millions d'euros, je vous laisse faire. Si 50 millions d'euros, c'est 500 milliards, 110 millions d'euros, ça doit être du 1500 milliards à peu près, je suppose, c'est du 1500 milliards à peu près. Et il est actif en France, en Allemagne, en Belgique, en Italie, en Espagne, aux États-Unis. Voilà donc, messieurs, mesdames, back market. Pourquoi back market? Pourquoi Klaxoon? On les appelle des startups et non plus des entreprises. Voilà, et il emploie indirectement plus de 250 personnes. Même dans le fait, regardez, en l'espace de 4 années, de 6 années, de 2014 à 2020, il y a 250 personnes employées. Citez-moi une entreprise ici en Algérie qui, au bout de 6 années, emploie 250 personnes. Voilà, je vous laisse. Voilà donc. J'espère que je n'ai pas été trop long. Inch'Allah, la vidéo. Merci bien. Au revoir.